des surprises. Un premier sondage a donné donc des tombes. Donc autour des hypogées, on a des tombes un peu partout. Donc il n'y a pas une limite, cette frontière dont parlaient certains historiens entre les monuments. À Sousse, il n'y a pas cette frontière. À la même époque, on trouve les tombes à illumination simple et classique, et on a les hypogées d'une certaine société, d'un certain rang social, et donc ça confirme ce que j'étais en train de dire. C'est une société d'immigrés qui a apporté sa culture et qui est devenue adrétine. Donc elle a continué à exercer ses convictions ou ses pratiques, ses traditions, côte à côte d'une société, disons, d'un rang social moindre ou mineur, qui donc prend les tombes simples, comme donc ces tombes-là ont été entièrement fouillées, je pense par Fouché ou par les brigades topographiques. Donc on a ouvert des tombes qui étaient complètement évidées, donc on n'a rien trouvé, même les plaques les plaques qui ornaient les tombes, je ne sais pas si c'est des inscriptions ou à l'époque, ont été arrachées, donc des plaques de marbre. Le pillage. Donc je continue ma deuxième intervention. Donc 2007 c'était l'hypogée. Je continue à suivre les traces de l'archéologie funéraire à Bersina. C'est en 2019 qu'on m'appelle pour un permis de bâtir, et là on disait qu'il y avait des tombes, des trous, de la mousse, etc. Mais comme vous voyez, quand on est arrivé, tout a été entièrement effacé. Il n'y a plus rien, sauf un trou et une tête de statue de marbre. Quand vous avez une tête de statue, on ne peut pas dire ça y est, le site est perdu, allez, on y va, on construit. Donc il faut intervenir, documenter au moins ce qui reste de ce site. Et d'ailleurs, il restait là-haut 4 mètres sur deux côtés, et il fallait vraiment faire vite parce que il y a aussi les contraintes de l'urbanisme, les contraintes de la propriété privée qui est bien organisée en Tunisie. Donc il a son permis de bâtir, on ne peut pas l'arrêter longtemps, et il faut qu'il construise. Donc on a été côte à côte avec les maçons, et on course avec le temps. Donc un petit sondage de vérification ne nous a pas déçus. On n'a pas été déçus, même si c'est un tout petit carré, mais là on va au Mohamed Ali. Tu te rappelles, Mohamed Ali, cette course, donc c'était en plein hiver, et on devait faire quand même une petite documentation par rapport au site qui a été perdu. Et puisque j'avais en tête l'idée de documenter les nécropoles, parce que moi j'étais à la chasse de ces tombes, à la chasse de ces hypogées, j'étais en train de poursuivre. À chaque fois que j'entends parler d'un trou quelque part à Bersina, je débarque, même si je n'avais pas d'autorisation ou d'ordre de mission. Il fallait que je sois sur le terrain, prendre une photo. Vous savez, donc la documentation commence par la photographie, et ça vous l'avez eu par vos professeurs. Donc un premier sauvetage d'un site, c'est la photo, parce que dès que vous reculez un pas en arrière, tout peut arriver, la démolition, la construction, donc vous perdez les traces d'un site. Ce qui est dommage, si je n'avais pas pris ces photos, je ne serais pas parmi vous aujourd'hui, et je n'aurais pas eu cette chance de parler des nécropoles de Sousse. Donc votre appareil photo, c'est votre premier outil de sauvetage d'un site archéologique. Donc on est allé vers l'avant, et du coup dans ce petit carré, des troupes sont sorties, donc se sont dégagées. Voilà, vous voyez sur un petit carré ce qu'on peut dégager. Donc c'est, je ne sais pas si vous voyez la richesse comme je la vois moi, mais ce sont des trous qui ont donné cette petite merveille, donc cette tête. On a perdu le site, mais on n'a pas perdu le fil conducteur. Le fil conducteur, donc on est sur une nécropole, on n'est pas loin de Bersina, des catacombes, donc c'est dans le quartier des nécropoles.
Et là, c'est un autre type de tombe. Malheureusement, je n'ai pas encore pu, j'attends qu'un particulier demande son permis de bâtir dans le coin pour pouvoir intervenir. Mais ce genre de tombe, donc cette ouverture tombale, elle est unique aussi. Et c'est en Gaule romaine que vous la voyez. Donc, cette entrée circulaire. Donc, la grande, c'est en profondeur. Donc, il y a une tombe, certainement, et des inhumations. Ça nous rappelle un petit peu la préhistoire et l'époque préhistorique. Mais on est en pleine période romaine. Donc, là aussi, c'est une partie d'une nécropole assez importante et dans laquelle on pratiquait donc d'autres pratiques funéraires, mais à une même époque, donc 2e, 3e siècle, 1er, 2e, 3e. Donc ça, c'est dommage qu'on n'a pas pu tout dégager pour avoir une idée plus claire sur le matériel, le mobilier. Mais ce qu'on a dégagé quand même n'est pas négligeable, mais on attend toujours donc l'ouverture dans ce secteur d'un nouveau terrain, comme ça on pourra y arriver. Donc si vous avez bien compris, là je parlais d'archéologie préventive qui est tout à fait absente dans notre travail. L'archéologie urbaine nécessite le sauvetage. Ce que j'étais en train de faire, c'est le sauvetage, mais on n'a jamais élaboré un secteur assez important. Aujourd'hui, pour vous les jeunes, il faut réclamer donc l'archéologie préventive, elle est plus importante que le sauvetage. Le sauvetage, c'est le secourisme, c'est l'ambulance qu'il faut à droite et à gauche, mais la prévention, c'est d'étudier ton terrain et de prévenir les dangers pour l'histoire et pour l'archéologie. Si on avait déjà au préalable travaillé sur la zone de Bouassine en tant que zone riche archéologiquement, bien qu'elle a été déjà mentionnée par Guy Fouché, donc Bouassine n'est pas une découverte aujourd'hui. Dans les articles anciens, on parlait beaucoup de Bouassine, mais on n'a jamais prévenu donc ces accidents-là. Donc la prévention aujourd'hui est une nécessité pour pouvoir continuer à écrire l'histoire dans un milieu urbain plein de contraintes. Voilà donc ce texte que j'ai rédigé pour vous. Donc ça ne peut que être une bonne conclusion pour ce que vous avez vu. Donc je n'ai pas choisi de trouver ces monuments. Ces monuments sont parvenus à moi après avoir été déjà endommagés, et une grande partie de leur histoire a été confiée à jamais. Donc ce qu'on a retenu est important, mais ce n'est pas assez pour dire que nous sommes, pour faire au moins une typologie des tombes, une typologie des espaces funéraires, une typologie des traditions funéraires et des rites. Donc on n'est pas encore parvenu à faire une conclusion finale. On est dans l'hypothèse et encore dans l'hypothèse. Voilà, donc encore une fois, on retourne au sauvetage, donc la nécropole d'enfants de 1er et 3e siècle, encore une découverte fortuite. Donc là, on n'a pas cherché à fouiller, on n'a pas cherché à étudier dans cette zone. Un privé, un particulier voulait construire sa maison au premier coup d'engin mécanique. Des vestiges, bien que maintenant on sait que dans cet endroit on a découvert l'hypogée, mais il n'y a pas eu de prévention. Et là, c'est la responsabilité de tout le monde. L'INP, la municipalité, les habitants, tout le monde sait qu'à 10 mètres de là, on est. Donc vous voyez là, c'est l'hypogée, et là, la fouille, elle est là. Donc on est à 10 mètres de l'hypogée, et une maison allait être construite. On a arrêté donc la construction, et je me suis dit, donc, puisqu'on a cette hypogée, il y aura d'autres. J'ai pensé découvrir. Cher Eva, bonjour. Donc je pensais découvrir d'autres hypogées dans cet endroit-là, à cet endroit-là, mais à ma surprise, ce n'est pas des hypogées, et jusqu'à une bonne dizaine de jours, on ne savait pas qu'est-ce qu'on était en train de fouiller. Des vestiges, mais
inidentifiables, des tombes certes, parce qu'il y a des ossements éparpillés après l'endommagement, mais on n'était pas sûr que c'était des nécropoles. Donc vous voyez les coups d'engin, donc ça c'est le terrain avant la fouille. Juste quelques, comme vous voyez là, coups de trax, coup de tête mécanique, et vous voyez quelques murs de la céramique. Vous savez aujourd'hui comment ça se passe, donc une identification d'un site archéologique très simple donc en superficie, mais reste à évaluer l'importance de ce site. Un archéologue doit avoir toujours un flair, donc l'expérience lui offre cette opportunité. Donc on peut imaginer, on peut avoir un sentiment d'une importance quelconque dans le site. Je l'ai senti et je me suis dit, je ne lâcherai pas avant de fouiller tout le site parce qu'il doit y avoir quelque chose. S'il n'y a pas des hypogées à 10 mètres, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Et toujours on pense à la frontière de cette nécropole, à la frontière de la ville, donc on a des idées qui s'entremêlent mais qui ne sont pas claires. Donc il y a toujours une recherche à faire, mais elle ne se stabilise pas dans votre tête. Il faut aller de l'avant pour pouvoir y aller. Donc cette tranchée que vous étiez en train de voir, c'est celle-là. C'est ici qu'on a commencé à faire des sauvetages. De sauvetage de quoi? On ne savait pas. Et du coup, donc, vous avez ces premières, ce que je vous disais, les premières dizaines de jours, il y avait des murs qui sortaient, il y avait des traces, des murs écroulés, donc endommagés, mais pas vraiment aussi important. Mais il cache quelque chose. Quand vous lisez le terrain, les traces, la topographie du terrain, vous vous dites il y a quelque chose qui se cache, si je continue, je vais la découvrir. Et ça valait la peine donc d'avoir cette patience de continuer malgré donc, les contraintes, comme je disais, du propriétaire. On est dans une propriété privée. Et voilà donc une première découverte, une petite urne qui était cachée là, dans les décombres, qui a fait sa sortie. Une urne, bien sûr, funéraire, des ossements à l'intérieur. Donc c'était notre première grande découverte. Mais derrière cette urne, qu'est-ce qu'il y avait? Une urne dans nulle part, hein, dans nulle part. Il n'y avait pas de tombe, il n'y avait pas de structure. Et il fallait avancer, donc jusqu'à ce qu'il y ait donc cette multitude de tombes que vous voyez là. Donc on est sur une croûte, c'est d'arc, une croûte, hein, je ne dirais pas autre chose. Donc au début je disais couche calcaire et puis voilà, c'est une croûte, ce n'est pas une couche calcaire, assez friable pour le creusement des tombes. On est devant donc des tombes creusées dans la roche carrément. Et en plus d'être creusés, ils avaient quand même des caissons dessus, donc étaient couronnés, comme je disais, au couvert de caissons. Et là, il y a une difficulté à expliquer. Alors, quand on a des tombes creusées, c'est une tradition unique. Donc, notre première question avec les filles qui sont là avec moi, donc on discutait toute la journée. Il y a ceux qui sont des punicisants, d'autres des romanisants. Donc, on s'arrachait chacun la découverte à sa spécialité. Donc, les tombes creusées comme ça, de cette façon, on les connaît donc au Gabon, à Thapsus. Donc, c'est des tombes de tradition unique. Même si on est à une époque romaine, c'est la tradition unique. Donc, ici, on est face à des autochtones qui ont certes donc, leur façon et leur rite. Et dessus, donc, on a des caissons. Ces caissons-là sont des traditions romaines qui sont des intrus, si on veut, entre guillemets, de la civilisation punique. Les caissons sont l'innovation du 1er, 2e siècle à Carthage romaine. Donc vous avez une cohabitation et une superposition culturelle civilisationnelle, ce qui est chargé d'histoire, de paroles et surtout disons
immatérielle, dans le sens immatériel plutôt que matériel. Là, on est dans la culture immatérielle. Comment ça se fait que des tombes de tradition punique sont chroniques à des tombes romaines dans une innovation culturelle? Donc là, on est devant, en pleine autochtonie de la surface donc, funéraire. Et juste à 10 mètres de là, on a des hypogées de tradition étrusque italique. Et là, ça confirme donc ce que je disais au début, c'est cette cohabitation entre immigrés et autochtones qui a fait que nous sommes dans une société homogène, elle accepte bien donc, cette cohabitation dans une certaine continuité. Donc carthaginois, punique, étrusque et romain. Et puis on va basculer vers les romains chrétiens. Donc ça, il faut le mettre en considération. Donc cette nécropole d'enfants, elle est si importante pour moi. Donc je parlerai des enfants tout à l'heure, mais c'est une nécropole d'enfants qui est importante à mes yeux parce qu'elle nous apporte des réponses à ces questions, les questions que j'ai posées avec l'hypogée et les questions que les gens qui ont travaillé sur les catacombes ont posées. Et là, on retrouve les explications. Une explication tout à fait simple, une société en symbiose avec ces éléments culturels, en grande symbiose et en grande harmonie, et donc en enchaînement des générations en génération. Donc cette nécropole d'enfants, donc elle propose cette première explication, c'est la réponse à nos questions, donc de la composition de la société brunettine entre le premier avant et le sixième après. C'est une société qui n'a pas connu de coupure, du moins quand on parle de monde funéraire qui porte bien sûr les aspects de la vie quotidienne à Drumette. Cette coupure donc n'existe pas, et maintenant je confirme que c'est une société riche en documentation, et c'est une cité qui, si on la découvre et on découvre ses composantes un jour, ça va surprendre donc le monde historique, et ça va bouleverser nos connaissances sur l'histoire d'Adrumète et même l'histoire de Carthage, cette capitale qui n'avait pas de rival. Moi je pense fortement à Adrumète comme rival de Carthage. L'équivalent de Carthage, nous l'avons en Byzacène, c'est Adrumète. Donc je passe à la deuxième spécificité de cette nécropole, c'est l'architecture tombale. Une architecture donc réservée donc à des enfants en bas âge, mais elle est hors norme. Quand on a commencé à fouiller, on se retrouve sur un terrain de camouflage, carrément de camouflage. Ceux qui ont œuvré pour l'élaboration de ces tombes nous ont laissé un message comme si ces tombes ne doivent pas être reconnues, retrouvées. Donc des couches et des couches de sable naturel, de pierres naturelles, pierres sèches, et vous êtes en train de creuser, vous voyez là la structure. S'il n'y avait pas ces trous, ces effondrements à cause de la fragilité du sable, on ne saurait jamais. D'ailleurs, certains collègues sont venus, certaines personnes sont venues nous dire qu'est-ce que vous cherchez, vous ne pouvez plus descendre plus bas que la croûte naturelle, parce qu'on était déjà, on a atteint la croûte naturelle et il n'y avait rien, il n'y avait pas d'indice sur la présence de tombes. S'il n'y avait pas ces fosses là, ces petits trous que vous voyez là, et à l'intérieur de ces trous, vous voyez donc les éléments tombales. Donc c'est très difficile de fouiller, c'était très difficile de fouiller, et comme vous voyez là, donc nous atteignons les premières couches carrément archéologiques en rapport direct avec la tombe, parce que je vous ai épargné tout un travail qui a été fait avec la collaboration de Sidar Bourgeur, donc qui nous donnera donc les résultats de ces recherches
lors de notre première publication, ou pourquoi pas dans une conférence qu'on organisera ensemble. Mais il y a eu des problèmes géomorphologiques assez complexes. Peut-être qu'il nous en parlera puisqu'il est là, donc je ne pourrai pas en parler, mais il y avait quand même un bouleversement quelconque. D'une part, la nécropole était tellement protégée par ses exécuteurs, et il y a eu donc des incidents plus tard, ou des accidents naturels qui ont fait que cette nécropole devient encore de plus en plus cachée et non facile à trouver. Donc les premières tombes, je donne quelques exemples de tombes parce qu'elles ne sont pas toutes scellées de la même façon, mais il faut que vous compreniez qu'au début, donc, nous avons deux tranchées que je vous ai montrées, et à fur et à mesure qu'on avance dans les fouilles, en parallèle entre les deux secteurs, on avait donc l'impression qu'il y avait deux types de tombes, deux types d'inhumation, deux types d'architecture, mais finalement, à la fin, on trouve que certains terrains sont bouleversés, donc leurs pierres ont bougé, ou leur architecture a été un peu masquée, mais vers la fin, on a la conclusion que toutes les tombes étaient faites de la même façon. Ils avaient la même architecture, sauf que on a une différence dans la profondeur, dans l'ornementation, dans les accessoires, comme on dit entre guillemets, mais pratiquement des tombes creusées dans la roche, surmontées de caissons en plâtre et avec les mêmes étapes d'inhumation ou d'incinération. Donc on a les trois types. Là, c'est une tombe, cette tombe qui a donné le plus de... Elle était la plus intacte, donc comme vous voyez là, comment elle est fermée, donc les pierres, entre pierres équarries, entre pierres sèches, et puis donc la tombe qui était au bon milieu. Cette position-là n'est pas la position initiale, on le sait pour ceux qui travaillent sur les nécropoles, mais je reviens toujours au professeur Ahmed Boujara, et qui va nous expliquer des phénomènes naturels. Donc le terrain a connu des glissements, un séisme ou des inondations. Et ça reste bien sûr, à étudier et à donner des preuves tangibles sur ces phénomènes-là. Mais toutes les tombes ont été plus ou moins bouleversées de façon naturelle et non pas par la main de l'homme. Il n'y avait pas eu de pillage, il n'y avait pas eu dans les tombes fermées, bien sûr. Donc, il n'y a que les phénomènes naturels qui pourront nous expliquer ce bouleversement dans les tombes. Donc, la tombe 5 que vous voyez là, une tombe d'enfant, peut-être entre 9 et 12 ans. Donc, la sépulture que vous allez voir devant vous, pratiquement générale, mais elle est mieux conservée dans cette tombe 5. J'ai demandé à certains collègues, ils m'ont dit que cette tradition, cette pratique sur rite funéraire existe ailleurs, mais on ne m'a pas donné de titre, d'article ou de livre. Je n'ai pas trouvé un similaire. Donc les corps sont enveloppés dans le plâtre ou le stuc. Et quand on découvre donc la sépulture que vous voyez là devant vous, le creux noir là, c'est le crâne, donc tout le visage a été donc endommagé par la chaux qui était un produit quand même qui brûle, donc tout a disparu. La cavité que vous voyez là noire, c'est la tête, le reste c'est le corps. Vous pouvez distinguer les bras, les jambes, tout ça. Donc le corps était presque une pratique de momification. On dirait momifier, mais uniquement le squelette qui est visible. Donc le corps a disparu, donc c'est décomposé. Mais la chaux que vous voyez là est donc une matière qui a